Avis spectateurs, alors aujourd'hui on aimerait parler de American Horror Story. Le gros problème c'est que la série ayant un format bien particulier, chaque saison étant indépendante, en parler sur une vidéo de 5 minutes comme dans mes anciens formats d'AV série est très compliqué. Je suis donc avec Panda, Dova et AD qui vont m'aider un petit peu à analyser sous forme de débat cette série. Donc la première saison, on va ressentir un petit peu. Il y a une famille américaine en fait qui va emménager dans une maison dite hantée. La famille traîne en fait de lourds passifs, sachant que d'un côté la mère de famille a fait une fausse couche, de l'autre côté son mari l'a trompée avec une de ses étudiantes, et la fille subit absolument tout dans tout ce bordel puisqu'elle se prend littéralement les regrets de la mère et les problèmes du père. Va s'ajouter à ça en fait tous les fantômes qui sont coincés dans la maison, puisque le principe est tout simple, quand une personne meurt dans la maison, elle reste coincée à l'endroit où elle est morte. Donc les personnes qui rentrent dans la maison peuvent les voir, soit ils interagissent, ils vivent, ils peuvent même tuer des gens, ou même tout simplement faire la cuisine, décorer la baraque, ce genre de choses. Tenir le bar. Voilà, ou tenir le bar, c'est ça. Et donc dans tout ce merdier, les choses vont avancer de façon à ce qu'en fait tout simplement la mère de famille va avoir un enfant, mais un enfant de pas n'importe qui, un enfant d'un des fantômes sans techniquement le savoir, c'est un peu compliqué, faut vraiment regarder un peu plus la série sans forcément spoiler, on va rentrer dans les détails un peu après. Ou en fait tout simplement l'enfant sera récupéré par la voisine qui est jouée par Jessica Lange Constance, qui est elle de son côté l'ancienne propriétaire de la maison et surtout qui est une espèce de putain de peste sortie de l'enfer qui passe sa vie dans la maison à faire chier les nouveaux occupants, tu vois le truc. Mais ce petit détail de elle va récupérer le bébé à la fin de la série est ultra important. Bon, juste là vite fait, je fais un aparté, mais on va spoiler comme des bâtards. Parce que à part Dova qui a malheureusement jamais eu l'occasion de voir la série, en fait tout le principe étant de pouvoir aussi donner envie. Et comme on va spoiler, je mettrai des timecodes, tout ça, vous inquiétez pas. Donc, on va commencer un petit peu. Pour ceux dont vous vous rappelez, la première saison, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pour moi, quand j'ai découvert la première saison, je me suis lancée dans American Horror Story sans vraiment savoir ce que c'était. Et pour moi, la première saison, par rapport aux autres, c'est une saison qui commence doucement en fait. Et elle n'est pas spécialement gore, elle n'est pas spécialement trop flippante non plus. Pour moi, c'est une bonne saison qui commence tout doucement, qui te met bien dans l'ambiance, un peu horreur, un peu psychologique, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas qui est fantôme, tu sais pas qui est vivant, et en fait c'est toujours dans la question et tout, donc je trouve que c'est une saison qui est très intéressante dans le sens où tu te poses toujours la question de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va arriver, qui est quoi en fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, elle commence vraiment doucement pour te mettre dans une bonne ambiance, un bon univers. Il y a un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir, par exemple, c'est le côté, tu parlais par exemple des fantômes qui est fantôme qui n'est pas, il y a un super jeu par exemple avec l'actrice Moira qui est jouée par... France Conroy, et aussi par Alexandra, putain la vache le nom, Breckenridge. Et en fait c'est la maid de la maison, ouais. Et en fait c'est un truc que j'avais adoré, c'est le fait de quand les femmes la regardent, c'est une vieille femme tout ce qu'il y a de plus banal, avec la seule différence qu'elle a un œil en moins, et quand c'est les hommes qui la regardent, c'est un canon roux top modèle qui sortirait de n'importe quelle gravure de mode. Et le truc que j'avais adoré en fait par rapport à ça, c'est vraiment qu'il y a une certaine forme de surnaturel qui est omniprésente dans cette saison. Juste pour un synopsis aussi con que à gros la maison elle est hantée. Pour moi c'est ridicule, et en même temps en fait c'est tout ce petit à côté qui fait que la série en fait cette saison se tient énormément grâce à ça en fait. C'est des petites différences centrées sur toute cette bande de personnages qui sont ultra atypiques que j'ai trouvé très intéressant. Je suis vachement d'accord avec ça, dans le sens où c'est vrai que c'est une très très bonne saison d'introduction. On cherche pas à faire un truc trop complexe, on essaie pas de te perdre, on t'introduit bien les personnages. En plus, vu qu'ils vont réutiliser les mêmes acteurs tout le long des saisons, ça permet de s'attacher aussi aux acteurs qu'on aime bien. Par exemple, Peter Evans, qui lui de son côté, ouais, et quelqu'un allait le citer, ouais, c'était obligé. Il est forcément l'un des gros personnages principaux dans toutes les saisons. C'est-à-dire ce mec est une fanbase avec c'est ouais, complètement. Et c'est impressionnant de voir à quel point on a une génération, quand même, c'est un autre débat, mais on a une génération d'acteurs qui ne font absolument pas leur âge. Je pense par exemple là à Tom Holland qui joue dans les nouveaux Spider-Man et Avengers,
qui est quand même un acteur de 23 ans qui case parfaitement dans un rôle de 14-15 ans. C'est impressionnant. 14-15 ans à l'américaine. Oui, 14-15 ouais. ans. 14-15 ans américain. Si tu parles de 14-15 ans à la japonaise, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. C'est un peu bizarre. 14-15 ans à la japonaise, en fait, l'acteur il sort de l'école maternelle, là, c'est... Enfin bref, maintenant qu'on a parlé plus ou moins des points positifs de la série, pourquoi pas aborder les points négatifs? Bah, pour être assez honnête, de ce que je m'en rappelle, la saison 1, j'ai pas trouvé spécialement de points négatifs. Comme on l'a dit, c'est vachement une bonne saison d'introduction. Alors oui, il faut pas s'attendre à avoir un truc extrêmement compliqué dans l'histoire, parce que moi je pense que c'est un peu le but aussi, comme on l'a dit. C'est bien pour centrer l'univers, centrer les personnages, centrer les acteurs. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir un truc qui m'a pas spécialement. Surtout, excuse-moi, je te coupe, mais surtout tu sais ce côté très JoJo on va t'introduire un truc dans la première saison qui va être totalement anodin, qui est en filigrane en fait, le fait par exemple que les fantômes ont une vraie interaction, comment est-ce qu'ils fonctionnent, le fait qu'ils ne peuvent sortir que à Halloween, ce genre de petits détails, et qui en même temps, qui à mon sens est hyper intéressant parce que tu vas retrouver ça dans toutes les autres saisons. À l'image, par exemple, d'un stand. Par exemple, dans JoJo's Bizarre Adventure, le principe du stand, on te l'explique dès la saison 3. Arrivé à la saison 4, t'en as partout. Dans la saison 5, pareil. Dans la saison 6, pareil. Dans toutes les saisons, t'as des stands. Mais on se prend même plus la tête à t'expliquer le principe, sachant que toutes les saisons de JoJo sont exactement comme dans American Horror Story. Chaque saison te raconte une histoire différente, avec des protagonistes différents. Il y a tout le temps un personnage, genre par exemple dans le héros de la 3 qui va revenir dans la 4 et dans la 5 vite fait pour ne serait-ce que le premier chapitre. Après par exemple c'est tout le temps centré sur telle famille, tel machin, quoi que ce soit, mais après c'est pas encore trop le débat. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ton côté, pour moi, si t'as des points Alors moi ça serait pas vraiment un point négatif, mais s'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre plusieurs histoires en même temps, la première saison il y a toujours des personnages qui arrivent en même temps que ce sont des parts. Par exemple par rapport à l'histoire de la maison, les anciens occupants, donc on a souvent des flashbacks où on nous explique quel fantôme, bah lui c'est ça, il s'est passé ça avec ça, et aussi des personnages qui viennent par rapport au père parce qu'il y a un problème, il a trompé sa femme, donc il y a un personnage qui arrive par rapport à ça. Donc si on a du mal à gérer plusieurs personnages, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'on a toujours des personnages qui arrivent, mais pour moi c'est pas un point négatif si on arrive à suivre en fait. Là, je pense surtout, par exemple, la scène exceptionnelle qui est vraiment inspirée de Bowling for Columbine. Le principe, en fait, tu sais, de la tuerie de masse dans une école. Je mettrai l'extrait là juste ici sur la tête de Reiki. La scène comment s'appelle, de la tuerie dans l'école, avec le personnage de Peter Evans, qui est Tate, qui est complètement maquillé en forme de crâne comme Zombie Boy, merci. J'allais dire Skullhead, mais... Parce que moi j'allais l'appeler Scully Boy, on a fait un mélange de tout en même temps. Et où en fait le mec fracasse tout le monde, tire sur tout le monde, le tout sur juste la musique. Attention, droit d'auteur. Ça détonne. Comment ça s'appelle? Ça prouve en fait qu'il y a une vraie intention de réalisation, de te faire passer une scène affreuse sous une toute petite musique. En termes de réalisation, moi j'adore, surtout parce que il y a une certaine époque où en fait les séries avaient un principe de réalisation qui était très simple, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'on te fait montrer des plans champ contre champ, parce qu'on filme des scènes de dialogue, parce qu'il faut que ça prenne du temps, parce que c'est comme ça que fonctionne une série. Et en même temps, maintenant, l'efficacité n'est plus au goût du jour. Maintenant, c'est l'esthétisme, c'est vraiment se rapprocher le plus possible du cinéma. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est hyper important parce que toutes les séries, tous les films, tout ça, tout se ressemble maintenant. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle histoire de slasher complètement pété, tu peux retrouver telle série, tel film, tel machin qui parle exactement de la même chose. Donc maintenant, pour que vraiment le format ait une vraie identité, l'histoire est une vraie identité, ça passe par la réalisation. C'est-à-dire qu'il faut soigner autant le fond que la forme. Et ça, à mon sens, c'est très important. Et là, je reviens pour moi au plus gros défaut de cette première saison, c'est que malheureusement, le fond n'est pas à la hauteur de la forme. C'est que pour moi, la saison a de très bonnes idées. En fait, c'est vraiment tout ce que vous expliquiez en fait en point positif que je considère qui est à mon sens un gros point négatif. Ouais. Ce côté très minimaliste. Là où on te raconte une histoire qui est censée se passer à huis clos, c'est vrai parce que c'est une famille, c'est quand t'as quand même ce côté très entre nous, tu vois le truc tout ça. Bah, je considère qu'en fait malheureusement la première saison est bien. On s'en tamponne royalement de ce qui peut leur arriver, on s'en tamponne parce que les personnages en eux-mêmes ont été écrits plus ou moins comme étant certains archétypes et au final, c'est vraiment le but de la série de te mettre en avant des personnages qui sont marginaux, mais c'est trop mis en avant. Il y a plus en fait, on t'a tellement déjà rien que pour ça par rapport aux personnages, on t'a tellement archétypé en fait les personnages qui sont censés être les gens de la vie de tous les jours en fait. Je pense par exemple à la mère, je pense par exemple pas forcément trop au père parce que lui il est la caricature du connard
ce qui fait que ça passe pas forcément bien. Mais quand tu vois par exemple Peter Evans je parle tout le temps de lui, mais l'acteur de Peter Evans qui a vraiment un gros problème de personnalité, qui finit par tuer des gens dans une école et tout ça juste parce qu'il a pété un plomb. Ouais, il y a quand même ce gros côté, on met bien le marginal en avant, mais les gens de tous les jours sont... T'avais l'impression que les mecs, c'est pas qu'ils sont mis de côté, mais t'avais vraiment l'impression que le mec il était là. Ah putain les mecs, on vient de finir d'écrire le scénario, mais j'ai plus d'encre pour écrire le reste des personnages. Ah bah comment on va faire? C'est bon. On n'a pas de recharge. Ça c'est pas que dans la saison 1, c'est dans toutes les saisons. Non, pas forcément, parce que dans les autres saisons, tous les personnages sont vraiment mis au même stade, on va dire, tu vois. Enfin, je pense par exemple à Freak Show, mais on en reparlera plus tard, tu vois, vraiment. On te met tellement en avant là toute une panoplie de personnages qui sont comment ça s'appelle? Des marginaux, tu vois, des freaks, que ça passe. Sauf que là, en fait, on te met des freaks à l'intérieur d'un comment ça s'appelle, c'est comme si t'avais un baba au rhum et que le rhum en fait c'est les freaks, mais que tout autour au milieu ce que tu mets de normaux en fait, tu vois, de logique, sont en fait, c'est des ingrédients bas de gamme. Et ouais, mais je pense qu'il voulait, comme on l'a dit, c'est une première saison. Ouais, c'est ça le problème. C'était le goût, tu vois. Et voilà, il voulait pas perdre les gens, il voulait pas faire un truc trop compliqué. Et c'est ça où ça me dérange, c'est qu'en fait quand tu la compares rétrospectivement aux autres, ce qui est techniquement pas un vrai défaut en soi, mais rétrospectivement, comparément aux autres, en fait, la première saison fait incroyablement faible quand tu compares au panel incroyable, en fait, de personnages, d'histoires, de situations que tu peux avoir. Au final, on s'en calisse royal de leur petite maison hantée et de leur petit gris-gris de bourgeois. C'est con, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce qui est vachement aussi surprenant, c'est qu'il y a énormément de gens qui se sont arrêtés à la première saison, malgré le fait qu'elle faisait tout, justement, pour que ce soit pas difficile à suivre, pour qu'on centre bien l'histoire. Après, il y a une multitude d'histoires ensemble, mais ça, c'est, si t'es perdu à la première saison, après, regarde pas la suite. Après, un truc c'est de pire en pire. C'est de plus en plus mélangé, il y a de plus en plus de complexité dans l'histoire. Et comme les acteurs se récupèrent beaucoup dans d'autres rôles différents, si par exemple tu passes de la première saison avec moi je l'appelle tout le temps Lana Banana par rapport à un des personnages, merci, Sarah Paulson qui par exemple la soupleuse juste ici, on la remercie. On a par exemple merci, Sarah Paulson qui va par exemple jouer dans la saison 2 une journaliste homosexuelle. J'imagine, je me mets tellement dans les pompes d'un mec qui a regardé 3 épisodes de la première saison, ou même qui a poussé jusqu'à la fin et qui voit Sarah Paulson en tant que la spiriteuse, tu sais, la marabout, tout ça, et qui se dit tiens, je finis pas la saison, je passe à la seconde, peut-être qu'avec un peu de chance, de toute façon ils font un résumé, et qui d'un coup s'aperçoit que attends, elle est médium ou elle est reporter? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, faudrait être trop con pour pas comprendre que c'est des histoires différentes. Ah bah pas forcément, parce que moi j'ai eu la chance par exemple de commencer par la 5e saison. Alors un truc, n'importe qui prendrait la série par le premier, mais c'est le même principe que Jojo, j'ai commencé par la saison 3 au lieu de commencer par la première saison. Mais je pense, pour recentrer un petit peu ce qu'on disait, c'est que oui, la première saison fait totalement pas de figure, et en fait rétrospectivement par rapport aux autres, sinon en termes de saison en elle-même, je trouve qu'elle se tient beaucoup. On va avancer un petit peu tout bêtement. Je voudrais que vous me citiez un personnage que vous avez détesté dans la saison. Et pourquoi vous l'avez détesté? Ouais. T'as tous les noms, t'as tous les machins, t'as qui fait quoi, qui est qui. Alors, je vais être très honnête, et moi c'est Violette. Cette meuf, mais je lui mets des claques, mais boum, direct dans le foie, direct dans le foie. Mais c'est instantané. Alors, très honnêtement, elle est jolie, pas de souci. Mais c'est une... Ouais, après ça dépend des goûts, mais je veux dire, c'est l'archétype de l'adolescente en contradiction avec ses parents parce qu'ils sont divorcés, ceci, cela. Du coup, je commence à me lancer dans un spiritisme de ces grands morts. Je porte des grands chapeaux. Vas-y que je mets du vernis noir. Ça c'était les années 90, les gars. C'est bon, réveille-toi, les mots gothiques n'existent plus, c'est mort. Heureusement d'ailleurs. Et puis là, elle rencontre l'espèce de psychopathe. Tate. Ouais, Evan Peters, ce connard de ces grands morts qui arrive, qui est là. Bonjour. Le fragile lover. Mais c'est ça, j'ai des putains de problèmes psychologiques, je parle avec les fantômes et tout. Mais elle est là, elle est waouh, trop bien. Mais cette meuf, c'est une tweetos. Désolé, mais cette meuf, c'est une meuf de Twitter. Elle est ah, ouais, relation toxique, et vas-y. Et puis, en plus, le pire, c'est qu'elle assume même pas. Dès qu'elle arrive devant le gamin, elle voit qu'il est trop chelou. Finalement, le chelou, c'est sexy, mais il me fait un peu flipper. Vas-y que je me casse. Elle a même pas de couilles. Elle assume même pas. Elle m'a saoulé. Sachant d'ailleurs qu'après derrière, il y aura de grosses révélations par rapport à la 8e saison, qui est plus ou moins la seule saison où en fait, il faut que t'aies vu au minimum la saison 3, la saison 1 et
J'ai pas vu. Bah, c'est... peu la saison 5. Ouais, un tout petit peu la saison 5, parce que sinon, pour le reste, en fait, c'est vrai qu'il y a un fil rouge dans toutes les saisons, où en fait, tu vas avoir des clins d'œil. Je pense par exemple à la microcéphale que tu retrouves dans la saison 2, qui sera en fait un des personnages plus ou moins importants de la saison 4, mais ça ne reste que du clin d'œil, ce qui fait que c'est très agréable, et ça pousse vraiment à la curiosité de te dire, tiens, il y a telle référence à telle saison, je l'ai pas encore vu, peut-être que ça peut être intéressant. Tu peux même avoir envie de te retaper les saisons, pour justement essayer de choper les fils rouges. New Game Plus. Ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, j'avais compris qu'il y avait plusieurs. Et là, en fait, j'essaye de tous les trouver, en fait, pour vraiment essayer de voir quel lien avec. Enfin, quelle saison est en lien avec quelle saison et tout. Donc, justement, le lien de la micro. La microcéphale, voilà. Toi, de ton côté, quel personnage t'as pas pu encaisser? Moi, perso, c'est la mère. Elle fait rien. Elle est toujours. Elle est assise sur son pauvre canapé et elle fait rien. Il y a plein de choses. Elle subit, c'est vrai qu'elle subit. Il y a plein de choses tout bizarres. le temps. Il y a son mari qui la trompe. Ensuite, elle ouais, je la fragile, on va être honnête. Hein. Il y a des fantômes, il y a plein de choses bizarres qui se passent autour d'elle et elle ne fait rien. Elle commence à vraiment être intéressante au moment où elle est morte. C'est pour te dire à quel point le personnage est... J'avais oublié qu'elle mourait, toi. Bidon. Déjà, tu vois. Mais tout le monde devient plus intéressant après la mort. Hein. Les gens sont toujours plus sympathiques décédés. Tu as le truc, mais c'est vrai que elle est passive du début à la fin. Je me rappelle par exemple de la scène où le père apprend qu'en fait elle est enceinte de jumeaux différents. Mais c'est parfaitement possible, et en fait dans l'histoire, il faut savoir que un des enfants est en train de cannibaliser l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il pompe tellement sur les ressources de la mère qu'en fait, le bébé le plus fort est en train de survivre, mais pas l'autre. Non, mais c'est souvent comme ça. Quand le père apprend ça, le personnage du père qui commence à péter un steak, mais genre, comme ça, à pourrir sa femme comme pas possible parce qu'elle a eu une relation sexuelle avec un autre. Sachant quand même que c'est l'hôpital qui se moque, hein, parce que la gamine de 19-20 ans, que le mec il s'est enquillé tranquille parce que, ouais, je suis prof de, comment ça s'appelle, je suis prof en sociologie, tu comprends, j'en ai une grosse toite, et là tu fais, waouh, mec, t'es là, quoi. En termes de crise de la quarantaine, t'es là. Après, en termes t'es un bouffon. Mais, excuse-moi, je termine vite fait, mais le mec il pourrit sa femme comme pas possible. Et la must du must, elle reste là, les yeux dans le vide, en mode total. Mec, si elle a pas. T'es là, mais putain, mais bouge-toi le cul. Mais même pire que ça, mais juste dire ça. Attends, c'est l'hôpital qui se moque. Tu me reproches d'avoir couché avec un autre mec, sachant que je comprends pas du tout comment ça s'est passé, parce que dans la série, en fait, t'as un personnage habillé tout en latex. C'est révélé qui il est à la fin de la saison. Spoiler, c'est Tate. Mais il y a tout ce qui se passe, il y a tout ça. C'est quand même un truc hyper important de te dire qu'un fantôme, donc un être de pure énergie techniquement, piégé dans une maison hantée, a une relation sexuelle avec une vivante, et il y a un enfant qui va en découler. Qu'est-ce que va être l'enfant? Tu vois le truc, c'est Jésus. Ça pose. Non, t'es malade. Yes. Tu couperas ça, hein, parce que on va avoir problème. Il est pas cité en tant que l'antéchrist dans la saison. Non, il sera cité bien plus tard. En tout cas, on comprend que que le bébé. À partir du moment où tu lui as bouffé de la viande crue, frère, tu sais que le machin. Le bébé va être. Tu le vois avec le sang dans la chambre, tu te dis il est pas net. Mais non. Ouais, tu dis son père, lui. Bah, il avait faim. Non, mais quand même, quoi, le bébé, il est chelou, tu vois le truc, mais surtout, le plus important, c'est que tu te prends tout ça dans la gueule. Je veux dire, moi, je me suis pris, dans ma petite vie misérable, des explosions de colère de toutes les 28 semaines, juste parce que j'avais pas remis une cuillère, comment ça s'appelle, dans l'évier. 28 semaines ou 28 jours Ouais, 28 jours, pardon. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que bordel de merde, quand t'es dans un état comme ça, quand t'es dans un état de pur stress, t'es enceinte de jumeaux d'un père inconnu, de ton mari qui t'a trompé, ta baraque est en ruine parce qu'il y a des fantômes dedans. Elle s'est fait violer. Elle s'est fait techniquement violer. Elle a été abusée sexuellement et tout ça. Et la meuf reste les yeux dans le vague. Et j'ai envie de te dire, d'où quand ton mec te pourrit au lieu de te soutenir parce qu'il t'est arrivé plein de choses, d'où tu montes pas au créneau genre Jeanne d'Arc sur ton cheval blanc pour l'empaler contre un mur et lui arracher les couilles et lui la foutre dans la gorge, quoi, merde. Ça tient dans le sens où à partir du moment où elle a pas assumé de quitter son mari alors que c'est un gros connard, déjà t'es sûr que c'est une meuf qui n'a pas vraiment la force de se défendre. À partir du moment où t'es resté, et qu'en plus c'est un... Après le mec a tout fait. Tu sais, ça explique aussi le personnage du père qui est là en mode putain tu m'as trompé parce que il a quand même fait vachement d'efforts. Enfin, après ça n'empêche pas le fait qu'il a trompé sa femme, mais tu sais, voilà. Là je suis obligé de sortir les violons parce que je vais en parler un peu après. Le mec il est là, il fait des efforts, tu vois, il a voulu se faire pardonner, machin, puis il apprend qu'en fait sa meuf qui lui fait un peu vivre la misère, enfin entre guillemets parce que bon il faut juste pas coucher avec elle, mais pour un homme comme lui c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et ben il se rend compte qu'en fait elle-même a couché avec quelqu'un d'autre et se dit bah t'es un
peu une pute parce que moi je fais en sorte de faire pardonner. Et tu m'as tout reproché, oui. Et voilà, tu vois. Ouais, Donc, ça peut se tenir, et en même temps, le fait que la meuf soit une victime, ça se tient parce que c'est une victime du début à la fin, cette meuf. Non, mais on va être honnête. Le punching ball humain, c'est-à-dire Non, qu'on c'est va ça, sortir un mais- sac de frappe avec sa gueule dessus, je suis sûr et certain qu'on fait fortune. À partir du Bah, moment où c'est même pas juste par rapport au mari que je la trouve faible, c'est par rapport à tout ce qui se passe. Par exemple, la voisine, je sais plus son nom, elle est jouée par Constance. Elle Là, se j'aurais mis un ramène coup de son boule, mon cul gars. H24. dans la maison. Elle est tout le temps là. Et Elle fait partie du meuble, la meuf. Et la mère, elle fait, je vous fais une tasse de thé. Non, vire-la de chez elle, elle est nuisible, elle vient te faire chier chez toi. Ah, mais attends. Vire-la. Elle a une surtout- enfant handicapée, ça se fait pas. Non, mais- là, je suis eh, pas d'accord. non, Moi, t'as non. jamais La fait tous mère, les elle jours. est chez toi et tu vires la mère. Et surtout, oui. non, et quand même, par exemple, c'est bien que tu le remettes aussi en avant. C'est vrai que le personnage de Constance a une enfant handicapée qui Super est, actrice d'ailleurs. si je dis pas de bêtises, Oui. elle est trisomique. Oui. Si, à moins que je dise une bêtise, parce que Non, c'est ça. elle est trisomique. Et en fait, il faut savoir que sa fille déteste sa mère à un Oui, point. en même temps, ça Mais alors, stratosphérique. Ma main sort du cadre pour dire à quel point elle déteste sa mère. Mais le pire, c'est qu'en fait, ce qu'elle recherche au fond, c'est en ça que son personnage est ultra intéressant à la gamine, c'est qu'elle recherche quelque part l'amour de sa mère qu'elle n'a pas parce que sa mère élève une foire au monstre. Il faut dire la vérité, c'est-à-dire que tous ces gamins, à part Tate, qui est physiquement bien mais qui est complètement pété dans sa tête, le reste, c'est l'inverse. Ouais. Ils sont tous physiquement dégueulasses, Je crois que c'est. mais intérieurement, c'est des anges. Et c'est ça qui est génial. Parce que le personnage de Tate, en fait, tu vois, de son côté, il a... beau gosse, il est beau gosse, il est parfait, il est trop mignon. Mais en fait, intérieurement, le mec, il a un pet au casse, mais genre violent. Mais Mais ces dans deux ma autres enfants, effectivement, C'est des amours. ils sont super gentils. Je veux dire, sa fille, elle est super gentille. Quand elle va voir Violette, qu'elle lui demande, tu peux me maquiller pour Halloween, je vais être une jolie fille. Ouais. Ça, C'est poignant, c'est super franchement mignon. poignant. Et quand sa mère lui dit, bah non, tu seras jamais une jolie fille. Mais ferme ta gueule, Mais t'es- laisse-la mais- faire un peu ce qu'elle peut. Mais t'es là, mais tu te dis juste une chose. Il y a des putains de coups de boule qui se perdent. Ah ouais, Ouais. clairement. Là, non, c'est vrai que le personnage de Constance tu est... bats les femmes, Ah, je fais Twitter, moi. Ah mais vas-y, Non. je t'en prie. Mais le truc qui est très important par rapport au personnage de Constance, et c'est pour ça que personnellement j'ai pas choisi ce personnage-là comme étant le pire personnage de la saison, c'est que son personnage est génial d'immoralité. C'est Ah que oui, mais. Oui. elle de son J'aime côté beaucoup, est j'aime extraordinaire d'immoralité. Le personnage que j'ai le plus détesté de la saison 1, ben c'est le père. C'est le personnage à mon sens le plus incohérent que j'ai eu l'occasion de voir dans une série. C'est-à-dire que pourtant des séries j'en ai bouffé, des histoires à la con j'en ai bouffé, mais alors lui il tient un bonbon bien particulier. C'est quand même un mec qui t'explique que ouais, il est en galère, il est en misère sexuelle, il y a eu des coups de couteau dans le contrat. C'est-à-dire que sa femme l'a délaissé parce que au départ ça partait plutôt bien en fait, le principe du personnage était génial. Sa femme le délaisse parce qu'elle a eu une fausse couche. Donc jusque là, tu peux comprendre que le mec, il y a une de ses étudiantes qui est plutôt mignonne, elle lui fait du rentre dedans, le mec il tombe dedans, c'est con. Bah, il rentre Mais dedans. ça peut arriver sans forcément cautionner, tu peux comprendre. Oui, ça se tient. Sans forcément dire, non, t'inquiète frère, y a pas de souci. Raison n'est pas excuse. Oui. Et c'est ça. Mais le gars, ça fait 2 jours que sa nouvelle maid, elle est là. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que le personnage, quand c'est une femme qui le voit, elle est dégueulasse. Quand c'est un mec qui la voit, c'est un top modèle. Et le gars, il passe tous les premiers épisodes à te dire, je veux tout faire pour ma famille, je veux faire des Oui. efforts, je veux que ma femme me pardonne, nanana. La gonzesse, elle lui montre un jupon, le gars, hop, il sait le grand voile, le main est en place. T'es là, tu fais, mais merde! Mais t'es un archétype de trou du cul! Mais ouais, voilà. Ou alors tu le fais exprès. Moi, j'ai l'impression que dans la réalité, même dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont pas capables de se tenir. Genre, ils sont persuadés de vouloir, mais tu sais, ils disent, mais je peux pas m'en empêcher. Mais les gars, enfin, c'est vrai. Est-ce que c'est une vraie maladie? On dirait le même. D'être addict au sexe? Oui, Non, oui, pas d'être mais addict au sans sexe, forcément ça. d'être addict à la tromperie. Genre de pas Ah, être à la capable, tromperie. parce que addict au sexe, ta meuf est là, je veux dire, Oui. Oui. c'est bon, y a pas de problème. Mais d'être addict à tu vois, de se pointer, Ne de pas voir une meuf, et même si t'es persuadé d'être amoureux de ta copine et de tout faire pour la rendre heureuse, tu peux pas t'empêcher d'aller voir ailleurs. Ouais, mais c'est là où tu dis, t'es persuadé d'être amoureux, tu l'es pas forcément. Non, 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 Sans forcément ça, c'est vrai Mais qu'il y a non, beaucoup mais d'hommes, même même si en tu étant mariés, même en t'auto-persuades, étant... je veux dire, Attends, tu t'auto-persuades, t'agis comme tel. T'as beau pas être amoureux, tu t'auto-persuades que tu veux rendre ta copine heureuse et que vous êtes heureux ensemble. Et voilà. Et il y a beaucoup de gars qui sont comme ça et qui disent non, moi, tout se passe super bien avec ma copine, mais c'est fou à quel point je peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Et c'est un truc que, je comprends pas parce que je le vis pas, mais je me pose la question. Du coup, ça fait que le personnage se tient plus ou moins, dans le sens où ça existe en vrai. Il y a vraiment des gens qui, comme ça, alors je sais pas si c'est du bon gros bullshit de sa daronne, ou si ça existe vraiment.
Non, parce que Ça existe vraiment. je te dirais qu'en fait, tu vois, c'est très con, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de comment je peux dire ça Savoir qu'ils savent qu'ils peuvent plaire à d'autres personnes qu'à leurs copines. Ouais, mais tu peux te dragouiller sans forcément la baiser. Ouais, mais Oui. est-ce qu'ils savent satisfaire quelqu'un d'autre que leur copine? En fait, je pense que intérieurement, ils ont besoin de se lancer des défis. C'est peut-être ça. Est-ce que je peux encore plaire? Est-ce que je peux encore séduire? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Bah, je vais tester avec une autre. Est-ce que c'est mieux avec une autre ou est-ce que c'est toujours mieux avec ma copine? C'est peut-être ça. Et surtout, il y a aussi ce côté très comment je peux dire ça, très fantasme du mâle dominant qui par exemple, je vois ça souvent, par exemple, t'as des mecs qui eux de leur côté sont en couple mais adorent coucher avec des femmes mariées ou des femmes en couple. C'est pareil pour les faut pas croire L'inverse c'est vrai, voilà, c'est aussi. ça. Faut pas croire que c'est réservé aux hommes. Il y a beaucoup de femmes enfin c'est con mais il y a beaucoup de femmes qui sont des croqueuses d'hommes, qui sont des croqueuses d'alliance parce que c'est leur kiff, parce que c'est le côté très je peux prendre moi ce qui m'appartient pas, ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ça c'est très con, mais oui, tu vois, ça existe, y a pas de souci. Plus enfin pour recentrer dans le délire, c'est vrai que son personnage est très creux en fait parce qu'il se c'est le même principe que c'est un homme. Non, c'est parce qu'il est résumé voilà. à sa tromperie. Et en fait, c'est ça le problème parce que au final, le personnage comme il était vendu au début de la saison était hyper intéressant. Il y avait quand même ce côté très terre à terre, très humain, très psychologique. En plus, sachant que le mec est psy, c'est très drôle, tu vois quelque part. Mais t'avais vraiment un rapport à l'humain qui, à mon sens, était hyper intéressant pour finalement être résumé par moi homme, moi vouloir baiser. T'es là, tu fais. Parce que c'est vrai qu'au début de la saison, tu te dis bon, on va partir du principe qu'il déménage pour sa femme, il veut repartir d'un bon départ. Ils veulent vraiment repartir à zéro, ouais. Et finalement, bah, il y arrive pas, et c'est triste parce qu'au final, il se donne même pas les moyens d'y arriver. C'est ça, il se dit, ah bah t'es revenu, bah viens, hein, non tu m'appelles, bah je viens vers toi, et je mens à ma femme parce que je vais te voir, t'es enceinte de moi, et bah du coup je vais continuer à faire de la merde. Le personnage de Ben, joué par Dylan McDermott, qui lui de son côté en fait a trompé sa femme avec une de ses étudiantes très jeune. Il faut savoir en fait dans le fur et à mesure de la série, on va apprendre qu'il ne l'a pas trompée qu'une fois, mais que après que la mère de famille, donc son épouse, a découvert la tromperie, est quand même revenu 1 an plus tard la voir pour coucher avec elle et elle est tombée enceinte. Chapeau, l'artiste. On a donc là un exemple typique d'un abruti congénital. Bref, non, pour en revenir à ce qu'on disait, pour recentrer un petit peu le délire, je considère que le personnage du père est le plus gros gâchis de la série. Parce que Tate, parce que parce qu'il y a des personnages qui sont au final beaucoup plus intéressants, mais qui malheureusement en fait n'ont pas en quelque sorte le devant de la scène à cause du scénario, et qui, comment je peux dire ça, laisse la place à un personnage qui est unidimensionnel, qui était un gros espoir en fait au début et qui finalement se termine par un espèce d'archétype même de connard, de gros con en fait. C'est comme une scène trop marrante. Tu sais, il y a un moment, je me rappelle de loin, mais il y a un moment où ils s'engueulent et le mec il reproche à sa femme d'avoir pris un chien. Oui, c'est vrai. C'est la seule chose qu'il lui reproche, c'est oui, moi la perte de mon enfant aussi a été j'avais besoin de tendresse, tout ça, et toi t'as pris un chien. Dans le sens où il est psy, et il se dit bah voilà, t'as préféré avoir un nouveau centre, un support affectif, au lieu de te reposer sur moi, t'as préféré avoir un substitut, oui. Plutôt que de venir vers moi. Et j'ai trouvé ça tellement drôle de se dire que la seule chose qu'il reproche à ta femme, c'est d'avoir pris un chien. C'est à quel point il dramatise son côté psy, il fait dramatiser les choses. En fait, il est tout le temps en train de tout analyser pour un goût, pour un non. Pareil, il est tout le temps en train d'analyser Violette au lieu de juste jouer son rôle de père, d'écouter sa fille. Non, il est tout le temps d'analyser. C'est-à-dire que, spoiler aussi, il faut recentrer que, arrivé à la fin de la saison, en fait, Violette, elle en peut plus, elle est à bout, c'est-à-dire que moi j'avais trouvé le personnage de Violette intéressant parce que c'est vrai, elle a plus ou moins la même construction en fait que le père par rapport à ça, c'est qu'en fait d'un personnage en fait qui était très comme tu le disais gothico-dark, la petite pétasse en crise d'existence, très adolescente quoi. Très adolescent, voilà. En fait, tu t'aperçois que c'est surtout le côté ce que j'ai trouvé intéressant mais qui était malheureusement maltraité, mais je trouvais le personnage du père bien plus décevant par rapport à ça, c'est que en fait, c'est la gamine qui est l'enfant survivant en quelque sorte. C'est-à-dire que ils ont misé toutes leurs espoirs et toutes leurs relations vieillissantes sur un nouvel enfant qui finalement est mort-né et qui à ce moment-là tous les espoirs se reposent sur la gamine. Mais elle ne correspond absolument pas à ce que la maman veut, c'est un poupon, et de l'autre côté à ce que le père veut, c'est-à-dire
l'image de la fille parfaite qui s'idéalise. Tu vois le truc? L'image de sa réussite professionnelle en tant que psychologue. Ouais, et en même temps, elle a pas envie de le devenir. Elle a pas de... Oui, justement, elle fait tout pour pas le devenir. C'est en ça que, tu vois, moi, personnellement, je considère que le plus mauvais personnage reste le père. Quand tu le compares à Violette qui a vraiment un petit développement qui est plus intéressant. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que, à la fin de la série, elle prend des cachets, elle se suicide. On nous fait croire, en fait, pendant tout le build-up que elle n'a pas réussi parce que Tate lui a sauvé la vie, mais en fait pas du tout. Elle est décédée et elle est coincée dans la maison avec Tate. Sachant qu'en fait, d'une relation d'amour, elle est passée à une relation vraiment de mépris envers Tate parce qu'il a couché avec sa mère, parce qu'il a tué des gens, parce que là, c'est très compliqué, mais bref. Et ce qui est le plus intéressant, en fait, à mon sens, c'est que le père n'a même pas été capable de voir que sa fille était décédée. Et là, tu fais... Là... C'est te dire à quel point le personnage a été mal écrit. Parce que même ça, ils auraient pu l'exploiter et ils ne l'ont pas fait. Et c'est dommage. Donc si tout le monde a fait le tour, je pense qu'on pourrait parler par exemple d'un personnage qui nous a marqué en bien ce coup-ci. Par rapport à cette série. Panda, tu veux commencer peut-être ? Bah alors moi c'est pas un personnage très important dans la saison, mais c'est un personnage qui m'a... Je croise les doigts parce que j'espère que c'est le même que le mien. C'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, c'est l'une des anciennes propriétaires de la maison qui est devenue fantôme et qui est à la recherche de son enfant. Dommage, c'est pas celui-là. Enfin, la veuve du dentiste. C'est ça, la veuve du dentiste, celle qui est, comment ça s'appelle, son mari qui pratiquait des avortements si je dis pas de bêtises. Et en fait, qui faisait des chimères. Son mari, l'alien noir, l'affaire du alien noir. C'est ça. Donc son mari qui a charcuté son enfant qui est mort et en fait elle est en recherche permanente de cet enfant. Et moi c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée parce que elle est là, en fait elle sait même pas qu'elle est fantôme à un moment, elle est perdue. Et à la fin, j'aime bien, c'est parce qu'elle a réussi à voir ce qu'elle veut depuis le début. Voilà, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus, mais... C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que elle est très, très complexe dans un sens et très simple d'un autre côté parce qu'elle veut juste une chose, un enfant. Elle l'a pas eu parce que quand elle l'a, c'est un carnage, c'est-à-dire qu'elle ne sait absolument pas s'en occuper. Ouais. Elle est très représentative, tu sais, de cette époque où, bien évidemment, la femme était extrêmement soumise. Bien évidemment, les avortements se faisaient avec des cintres à l'arrache par des bouchers. Coucou d'ailleurs si ça se fait encore, hein. Ouais. Oui. Coucou d'ailleurs si vous savez ce que c'est, parce que malheureusement, on est désolé pour vous. Mais voilà. Oui, hashtag l'interdiction de l'avortement en Amérique, là. Je pense qu'on aura l'occasion de tirer sur Donald Trump bien après. Il y a une saison exprès pour. On garde les munitions. Ouais. Mais c'est vrai que le personnage dont tu parles est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté très mondain, tu vois, quelque part, parce qu'elle est toujours très bien habillée, très bien soignée, et il y a aussi ce côté très je veux un enfant parce que c'est le principe de la femme. C'est-à-dire tu t'occupes du foyer, tu t'occupes de la bouffe, de la vaisselle, tu t'occupes du foyer en général, et dès que t'as les enfants, tu t'occupes de l'enfant. Tu vois le truc, c'est la pure et unique conclusion que tu as dans ce genre de société, dans ce genre d'époque. Et en fait, quand elle a le bébé, elle sait pas faire. C'est ça. Elle est complètement perdue. Le bébé pleure H24 et elle ne sait pas quoi faire. Et au final, elle finit par le refiler à n'importe qui parce que elle en peut plus. Alors que pourtant, elle est morte. Mais c'est génial. C'est suffisamment ironique dans le sens où elle veut un enfant, elle veut s'en occuper, alors qu'en vrai, avec son statut social, jamais, même si elle avait eu un enfant de son vivant, elle l'aurait quasiment jamais touché. Non. Elle l'aurait jamais élevé, elle lui aurait fait 2-3 câlins avant qu'il dorme, et c'est les nourrices qui s'en seraient occupées. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien rappeler, on n'est pas dans Autant n'importe le vent avec Red Butler qui s'occupe de sa fille et qui lui achète un poney. Là, on est dans la bonne grosse société américaine des années 50-60. Ou comment ça s'appelle, c'est les nourrices qui élèvent les enfants. Rien à branler. Moi, je suis riche, j'ai de l'argent. J'ai pas le temps. Le caca, je bois une comme ça, c'est pas pour moi. Hein. Je fais ça. C'est un parallèle extrêmement intéressant, donc on aura l'occasion de revenir sur la 4e saison avec un personnage en particulier. Mais donc, est-ce que t'as un personnage qui t'a vraiment marqué dans cette saison ? Comme on en a parlé, pour moi, c'est une saison qui est plus une saison d'approche, une saison qui est globalement une saison de présentation. Et j'ai pas vraiment vu de personnages qui sortent plus du lot que d'autres. Personnellement, moi, j'ai pas de personnage qui m'a marqué. J'ai bien aimé le jeu d'acteur de
de l'enfant trisomique. J'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue super bien. En plus, c'est franchement, elle a quelque chose, tu sais, elle a quelque chose de charismatique qui est juste génial pour un acteur ou pour une actrice. Voilà. C'est quand elle est là, elle vole la vedette à tout ce qui respire. Elle a même de la tendresse dans chaque scène où elle est. Chaque scène, elle est incroyable. Alors que pourtant, au niveau des muscles faciaux, peut-être que je peux me tromper, mais je vois à quel point c'est très compliqué, tu sais, pour un acteur qui a une difformité faciale de pouvoir ne serait-ce que exprimer des émotions par le visage, tu vois le truc. Et c'est très con, mais je trouve ça impressionnant de voir à quel point, par son jeu, par ses jeux de regard, par ses émotions, et aussi par sa diction, elle a un feeling qui est incroyable. Et c'est même pas que dans cette saison. Ah oui, elle est bien comme sûr. ça dans toutes les saisons. Dans saisons. la saison 3 où elle a l'actrice a un personnage bien plus important, c'est vrai que son personnage est incroyable. Je l'ai adoré dans la saison 3. Donc toi, c'est vraiment C'est la seule qui m'a plus ou moins marqué parce que j'ai adoré son jeu d'acteur. Mais j'avoue que dans la saison 1, j'ai pas vu spécialement de personnage qui sortait du lot. Ce sera moins vrai dans les saisons suivantes. Mais la saison 1, moi, j'ai pas eu. J'ai bien aimé l'histoire autour de la maid, mais c'est tout. À part ça, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé leurs histoires, mais j'ai pas spécialement eu de coup de cœur spécifique. Voilà. Moi, c'est très con, mais c'est pas un personnage, mais c'est deux. C'est le couple homosexuel dont un qui est joué par Zachary Quinto et dont l'autre, je ne me rappelle pas le nom, que j'ai trouvé juste génial. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le personnage de Zachary Quinto qui n'est que dans l'apparence. Pour un homosexuel, déjà, ça m'a fait mourir de rire, mais il est dans l'apparence tout le temps. Il est très bien soigné, il a une diction parfaite, il passe son temps à être le prout-prout comme il faut, tu vois. C'est le stéréotype du gay, en fait. Voilà, le stéréotype du gay, que de son côté, l'homme, et je dis bien l'homme dont il est amoureux, et l'archétype du PD costaud. C'est ça, c'est le gars, tu le regardes dans la rue. Ouais, limite refoulé, tu vois. C'est quand les deux archétypes des homosexuels. Voilà, et quand on me dit, tu vois, bêtement, pour toi, à quoi ça ressemble un homo, tu vois le truc. En règle générale, t'as des mecs qui vont te dire, ouais, c'est la folasse avec, tu sais. C'est la tata, tu vois le truc. Alors qu'en fait, pas du tout. La plupart de mes amis qui sont gays, il a fallu qu'ils me le disent. Sinon, j'aurais absolument pas fait gaffe. Je connais des homosexuels qui sont très dans le geste. Dans les féminés aussi. Oui. Mais, il y en a. Oui, ça se voit qu'il est gay, mais c'est pas la question. Mais il y a pas que ça. Ce que j'essaie d'expliquer, tu vois, c'est que t'as les deux extrêmes réunis en un seul que j'ai trouvé juste génial. Et en fait, c'est très bête, mais pourquoi je les ai aimés? Bah, c'est pour toutes leurs relations. Ils sont pas longtemps à l'écran, mais j'ai trouvé ça génial de voir d'un côté, tu sais, un mec qui essaie d'assumer, je parle par exemple du petit copain viril. Il essaye pleinement d'assumer sa sexualité et surtout comment il aime, c'est-à-dire les jeux SM, le cuir, tu vois, les trucs comme ça. Il fait vraiment l'archétype du mec viril. C'est ça que j'essaie d'expliquer quand je te dis, quand tu le vois, t'as pas l'impression de te dire que le mec est homo, parce qu'en fait il fait gars viril, tu vois. Il fait le mec qui te dit non, les tapettes, pas de ça chez moi, tu vois le truc, c'est moi je suis un homme, moi je suis viril, et moi c'est un truc complètement ridicule, tu vois. Mais il fait ce côté-là très très mal. Que de l'autre côté, il est marié à un mec, tu vois, qui est très dans le contrôle. Et c'est drôle parce que toute leur relation n'est basée aussi que sur leur sexualité, qui est le côté dominateur, tu vois le truc. D'un côté, t'en as un qui veut vraiment, tu le sens, tenter le BDSM, tu vois, vraiment avec le cuir, le machin, tout ça. Mais bizarrement, il laisse tout le contrôle de sa relation, de son histoire, à son conjoint qui, lui, en fait, est absolument dans le contrôle, mais qui a peur lui-même de tenter de nouvelles expériences. J'ai trouvé leur complexité au niveau de leur personnage, de leur sexualité, de leur jeu d'acteur, de tout ça, en fait, extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont vraiment cette mention hyper importante de personnage de la série, parce qu'ils ont ce côté très complexe. Ils ont une panel, en fait, de complexité dans leur histoire, dans leur jeu, dans tout ce qu'ils ont, qui rend vraiment ces deux personnages intéressants. Et surtout, plus important, le mépris qu'ils ont l'un envers l'autre. D'un côté, le mépris d'un mari qui est amoureux d'un homme qui ne l'aime pas et qui le méprise. Et de l'autre côté, le jeu d'un homme qui est marié à quelqu'un qu'il déteste et qui est coincé avec lui et qui malheureusement le méprise pour ça. Alors qu'au final, même s'il ne l'aime pas, il a quand même, tu sais, ce côté de tendresse qu'il a pour lui. Et j'ai trouvé ça juste génial. Parce qu'au final, qu'il soit homo ou pas, vous enlevez ce que je viens de dire, le côté homosexuel, et juste vous le remplacez par le côté hétérosexuel, il y a un nombre incalculable de couples qui sont coincés dans le même truc. Et c'est cette normalisation, c'est cette représentation normale d'un couple tout bête, que j'ai trouvé extraordinaire au niveau de l'écriture. Et à côté de ça, t'as le père qui écrit avec le cul, hein, et que je vais pas continuer à péter un steak, mais franchement, c'est ridicule. Mais lui, c'est un homme hétéro, cisgenre, on s'en bat les couilles. Donc, la société, de toute façon, c'est toi le mal hétéro. C'est bon, on s'en bat la race, quoi. On n'est pas là pour ça.
En tout cas, nous allons donc pouvoir passer à la deuxième saison et... Non, il faut demander à Dova. Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Putain, Donc, de ton côté, Dova, après toutes nos explications, après tous les personnages qu'on a cités, après tout ça, est-ce que tu aurais envie de regarder la série? Peut-être. En tout cas, cette saison-là, est-ce que cette saison-là t'intéresserait? Elle m'intéresserait, mais je pense qu'il faudrait que je la regarde plusieurs fois pour bien tout comprendre et tout saisir. Mais possible. Sachant que ça reste quand même la saison la plus accessible possible, on va dire. Ouais, justement, c'est peut-être ça aussi qui me freine un peu. Commencer la série en fait. C'est peut-être ça qui me freine un peu aussi. Non, elle est pas compliquée à comprendre justement. Il y a beaucoup de personnages, il y a peut-être plein de petites histoires, mais en fait c'est quand même assez facile à comprendre. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Très accessible, c'est pour ça que je trouve qu'elle est accessible. bien en première saison parce qu'elle est pas si compliquée que ça, elle est pas très compliquée à comprendre malgré le fait qu'il y ait plusieurs personnages, parce qu'on nous rappelle tout le temps qui est quoi et qui fait quoi, franchement. Et le fait d'avoir très bien. Et le fait d'avoir très peu de personnages permet un huis clos parfait. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau des personnages, on a la maid, on a la voisine, on a les enfants de la voisine. Enfin, je pense surtout à un seul des enfants de la voisine parce que le reste on les voit très peu vu qu'ils sont très difformes, on les voit très rarement. On a Tate, on a Violette, on a la mère et le père, on a les deux homosexuels qui n'apparaissent que à un certain moment et leur flashback. On a certains autres personnages, autres fantômes qui n'apparaissent. On a quelques fantômes qui apparaissent mais ils sont pas tout le temps. En fait, t'as toujours les persos principales qui sont là, ils sont tout le temps là, qui viennent très souvent. Ensuite, t'as toujours des petits qui arrivent. Et puis qui se non, parce que pointent quand tu vois la complexité, quand tu vois la complexité d'une autre saison, par exemple, avec tous les personnages que ça implique, avec les personnages qui jouent eux-mêmes des personnages dans le personnage et tout ça, je pense par exemple à la saison 2 avec le démon, mais c'est bizarrement, sachant quand même qu'on va rajouter à ça la petite copine enfin la maîtresse du mari et tout, il y a quand même beaucoup de personnages. Mais c'est pas au niveau de la saison 8 qui te font référence à plein de nouveaux personnages avec des acteurs qui jouent deux à trois rôles différents dans la même saison. Mais surtout plus important, à la saison 2 où on a quand même tout un panel de freaks, de personnes qui sont dans un sanatorium et c'est très compliqué. Enfin bref, je pense que si on a fait le tour de la saison 1, on va enfin pouvoir passer à la saison 2.